salivaire ou bien d'autres matrices comme les urines, les selles ou les LCR. Mais tout prélèvement doit obéir au conditionnement particulier en vue de son transport. Et ce conditionnement particulier, c'est le triple emballage. Vous avez le récipient primaire, le récipient secondaire et le récipient tertiaire. Donc, ce triple emballage pour assurer l'intégrité jusqu'à l'arrivée au niveau du laboratoire. Et quand il y a une fuite à la réception, ce produit doit être détruit et éliminé car considéré comme un DASRI, donc les déchets qui sont associés aux soins à risque infectieux. Et un deuxième prélèvement doit être évalué. Et quand les prélèvements arrivent, ils sont inactivés et ils sont ouverts sous un poste de sécurité microbiologique de type 2 avec port obligatoire de gants et respect strict des mesures de sécurité dans un laboratoire. Donc, la biosécurité doit être maximale à ce niveau. Quand maintenant on est au laboratoire, quels sont les tests qu'on utilise? On peut utiliser des tests directs ou bien des tests indirects. Dans ces tests directs, nous avons la mise en évidence de l'antigène viral et également la mise en évidence de l'ADN viral, de l'ARN viral qui est à l'intérieur du virus. Et pour la mise en évidence de l'antigène viral, c'est généralement les tests rapides, on y reviendra, et la mise en évidence de l'ARN, c'est les tests moléculaires. Et, ou bien on fait la mise en évidence des anticorps, qui est le diagnostic indirect. La phase analytique, le gold standard, c'est la PCR. Une PCR, elle se fait sur de l'ADN. Donc, c'est une multiplication exponentielle d'un acide nucléique en milieu acellulaire. Et là, ça vraiment résout le problème de la lenteur de l'amplification biologique. Mais comme le virus est un virus à ARN, cet ARN est transformé en ADN avant de réaliser la PCR, d'où l'appellation RT-PCR. Et on va faire une PCR en temps réel. Donc, pour le diagnostic de SARS-CoV-2, on fait une RT-PCR, TR, donc une rétrotranscription de la PCR en temps réel, et ce qui permet de faire le diagnostic de SARS-CoV-2. Et ce diagnostic de SARS-CoV-2 va regarder les gènes cibles. Et généralement, ce sont les gènes qui sont spécifiques de SARS-CoV-2 qu'on va évaluer, associés à un autre gène qui est un gène commun de l'ensemble des SARS-CoV. Et la réaction se fait par PCR, donc une amplification exponentielle de l'ADN, de l'ARN qu'on a rétrotranscrit en ARN, de l'ARN qu'on a rétrotranscrit en ADN. Il y a plusieurs laboratoires qui ont des technologies de SARS-CoV-2 et ça va de quelques minutes à quelques heures pour la réalisation du test. Et donc, selon les pays et selon les capacités des pays, le résultat peut être rendu assez rapidement, comme le résultat peut être rendu sur plusieurs jours. Nous avons des alternatives comme la LAMP, qui est une PCR isothermique, une amplification isothermique, et qui permet d'avoir le résultat. Et il est également associé à une RT-PCR aussi, qu'on appelle la RAP, qui est une amplification par recombinase polymérase, qui est aussi une autre approche et qui permet d'avoir le résultat assez rapidement. Donc, de plus en plus, de nouvelles technologies sont en train d'être évaluées et étudiées en vue de disposer d'un diagnostic en temps réel de ce SARS-CoV-2. Après les tests moléculaires, nous avons les TDR antigéniques, donc qui sont utilisant la même matrice, et c'est une détection rapide, mais généralement, la sensibilité est relativement faible et les résultats peuvent être obtenus à moins de 15 minutes. Et donc là, vous voyez, les sensibilités dépendent de la technologie utilisée. D'après FIND, qui est l'organisme qui fait toutes les évaluations, les sensibilités varient de 68 à 97%, mais avec une bonne spécificité. Et après, il y a le diagnostic sérologique qui détecte soit les antigènes, les anticorps, soit les IgM ou les IgG. Les IgM qui signent une infection précoce et les IgG signant une infection tardive. Et là aussi, plusieurs technologies peuvent être utilisées. Nous avons les tests rapides bandelettes antigéniques, des dispositifs qui font les tests sur plusieurs échantillons, jusqu'à avoir les automates qui peuvent faire les enquêtes épidémiologiques en prenant plusieurs centaines de laboratoires.
plusieurs centaines d'échantillons. À côté de cela, on demande aux laboratoires maintenant et aux pays de plus en plus de voir quelle est l'épidémiologie moléculaire en faisant le séquençage. Le séquençage aussi, ça va des technologies sophistiquées vers les technologies de poche. Nous avons les mini-séquenceurs, qu'on est les mini-ion, qui sont les technologies de poche et qui ont les mêmes résultats que les technologies sophistiquées et qui aident les pays à savoir quels sont les variants qui circulent dans leur pays et avoir en temps réel les données de l'épidémiologie moléculaire. Parce que ces tests ont des limites liées à la grande variabilité des performances. Le prélèvement y est pour beaucoup. Comment le prélèvement a été effectué? Comment ça a été transporté? Et est-ce qu'au niveau du laboratoire, la technicité y est? Et comment on a interprété les résultats? Et il faut faire la différence entre la détection chez un patient dont l'infection est en cours et la détection de stigmates non infectieux. Parce que quelqu'un qui est infecté, il peut garder des stigmates viraux pendant très longtemps et on peut, à chaque fois qu'on teste, on peut avoir un signal, mais il faut savoir interpréter le signal sur la base des CT. Donc, et là, ça permet vraiment de dire que l'individu n'est plus infectieux, malgré qu'on ait vu dans son prélèvement des stigmates, mais ces stigmates ne représentent plus une infection. Et donc, sur cela, il faut bien interpréter, bien former les gens qui vont travailler et jusqu'à avoir une bonne interprétation de tout ce qui est résultat obtenu. Et l'autre également, c'est le prélèvement, comment le prélèvement est conservé, parce que l'ARN viral est très labile. Et il faut vraiment voir comment le prélèvement est transporté et assurer tout cela pour la qualité du résultat que l'on va voir. L'extraction, la technologie de l'extraction qui est utilisée, il y a des technologies même actuellement qui s'affranchissent de cette étape d'extraction, qui vont faire la liste directe et faire le prélèvement parce que selon la qualité de l'extraction, on peut avoir d'excellents résultats. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Tout à l'heure, le professeur Parola a présenté l'expérience de Marseille, mais Marseille a fait une publication assez récente où ils ont montré qu'avec un kit qu'ils avaient utilisé, ils avaient même relevé jusqu'à 21% de faux négatifs, des personnes chez qui on n'avait pas trouvé le virus avec la technologie utilisée, alors que le virus était bien présent chez ces personnes-là. Donc, dans le choix de la technologie, il faut faire très, très, très attention. L'idéal, c'est de pouvoir vraiment les évaluer avant de les prendre. Donc, ce qui montre que beaucoup de zones d'ombre persistent. Les personnes asymptomatiques en phase d'incubation, souvent, ils échappent. On n'arrive pas à les déceler et on a du mal à faire les décisions pour l'isolement. Et l'autre problème, c'est quand est-ce que ces personnes-là vont sortir de l'isolement avec les stigmates viraux dont je parlais tout à l'heure. Et il nous faut encore des technologies beaucoup moins sophistiquées pour être beaucoup plus proches des patients, comme les point of care. Il faut qu'on arrive à avoir cela et réduire encore davantage les faux négatifs. La spécificité, elle est relativement bonne, mais la sensibilité encore, il faut qu'on arrive à travailler davantage par rapport à ça. Et assurer la qualité des tests depuis la collecte des échantillons jusqu'au rendu des résultats. Et assurer surtout un approvisionnement régulier dans nos pays. Donc, il faut que la gestion soit une gestion optimale avec l'ensemble des composantes pour avoir un bon approvisionnement. Donc, et continuer la recherche pour avoir des solutions nouvelles et commencer à identifier les souches qui circulent. Ça va aider dans le développement rapide de tests appropriés et surtout la surveillance de l'efficacité vaccinale. Donc là, et toujours analyser le coût, efficacité du choix des tests que l'on va sélectionner. Donc voilà, après ce rappel sur le diagnostic au laboratoire et ce qu'il faut faire, quelle est l'expérience du Sénégal dans cette gestion de la pandémie de la COVID-19. Au Sénégal, juste pour rappel, nous avons la prise en charge des maladies émergentes de façon globale, incluant la COVID-19. Et ce qui s'est fait en période pré-épidémique, c'est que pour la COVID-19, on a eu une volonté politique. Il y a une cellule de crise interministérielle qui a
été mise en place et avec le secrétariat permanent, le secrétariat général du gouvernement. Et là, c'est au niveau vraiment suprasectoriel. Au niveau sectoriel, au niveau du ministère de la Santé et en collaboration avec d'autres secteurs, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et tout, et l'agriculture, l'élevage et tout. On a mis en place ce qu'on appelle le CNGE, qui est vraiment le Comité national de gestion des épidémies, qui assure la coordination, la surveillance des points et les points d'entrée, qui assure la gestion du laboratoire, la prise en charge, le contrôle des infections, la communication et l'adhésion de la communauté par rapport à ça, et qui fait également la gestion des ressources. Et le COUS, qui est le système de gestion, qui assure le système de gestion des incidents. Et tout cela, c'est au niveau sectoriel. Et on travaille en étroite collaboration avec les partenaires. Et cet élément au niveau sectoriel est décentralisé au niveau régional et au niveau des districts. Donc, au niveau de la région médicale et au niveau du district. Donc, au niveau infrasectoriel, le même dispositif est en place et tout ce qui se fait en même de la base vers le haut. Et on renforce la surveillance de routine. On fait la définition standardisée, on a mis en place tout ce qui est guide, on a formé les gens et on a commencé à mettre en place les systèmes de collecte et les stocks sont mis à jour régulièrement. Et là, on a commencé à travailler avec la communauté et d'écrire et diffuser tout ce qui est système d'alerte précoce au niveau communautaire et identifier toutes les personnes ressources qu'il faut former et qui vont assurer la surveillance à base communautaire et faire des rencontres régulières de sensibilisation avec les communautés, utiliser tous les canaux de communication et essayer de traquer les rumeurs et essayer de rétablir la vérité parce qu'il y a eu beaucoup d'infodémies dans cette pandémie. Donc, le plan de riposte qu'on a avant même la détection du premier cas qui a été enregistré le 2 mars 2020, le gouvernement a pris en charge, a mis en place un certain nombre de mesures pour lutter contre cette pandémie. Et la mise en place a été faite de façon graduelle. Et parfois, à chaque fois qu'il y a eu un relâchement partiel de certaines mesures, on a vu une remontée plus ou moins. Mais ce qui a surtout été remarquable, c'est que l'acceptabilité sociale de ces mesures prises par l'État a été très variable. Il y a une enquête qui avait été menée par l'IRD et qui avait montré que généralement, c'est les personnes âgées et les personnes assez bien instruites qui respectaient les gestes barrières. Le restant de la population, il y avait même un déni réel vis-à-vis de la maladie. Et le Sénégal a été le 4e pays touché au sein du continent africain.